Bonjour à tous. La 8489e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant d'Israël à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Je propose que, conformément aux dispositions de son règlement intérieur provisoire et à la pratique établie en la matière, le Conseil invite l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la présente séance. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite M. Nikolai Mladenov, coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et représentant personnel du secrétaire général, à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Je donne à présent la parole au représentant de l'Allemagne. Thank you. Thank you very much, Mr. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que ces débats et le rapport de M. Mladenov font partie de l'exercice le plus déprimant au Conseil de sécurité. Cet organe a été créé, et notre collègue sud-africaine nous l'a rappelé, pour maintenir la paix et la sécurité. Et comme instrument de maintien de la paix et de la sécurité, eh bien, c'est pour ça qu'on a le droit international, et cet organe, l'ONU, a créé le Conseil de sécurité et de ses résolutions pour le maintien de la paix et de la sécurité. C'est le droit contraignant. Ce que nous avons entendu aujourd'hui dans le rapport de Nicolas Mladenov et ce que nous avons entendu autour de cette table, eh bien, ça concernait les violations du droit international, les violations de la résolution 2334. On n'a rien dit sur les mesures qui auraient été prises pour mettre en œuvre la 2334. Et aujourd'hui, il y a des éléments supplémentaires. Quelques jours avant les élections israéliennes, nous avons entendu notre collègue américain nous dire que les États-Unis violent maintenant la résolution 497 du Conseil de sécurité en reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Cela 1 an et demi après que, en violation de la résolution 478 sur Jérusalem et le transfert de l'ambassade là-bas. Dans quelques minutes, nous entendrons nos amis israéliens et palestiniens lire leurs déclarations qui seront pleines d'accusations les uns contre les autres et diront comment l'un l'autre viole le droit international. Pourquoi, comme je le fais, ne mettez-vous pas vos déclarations de côté et dites-nous comment vous mettez en œuvre la 2334. Que fait le gouvernement israélien pour mettre en œuvre la 2334? Comment stoppez-vous les activités de colonisation? Que faites-vous pour trouver un accord avec la Jordanie pour calmer la situation sur l'esplanade des mosquées? Et pour nos collègues palestiniens, pourriez-vous mettre l'accent sur la façon dont vous stoppez les incitations constantes, les provocations? Comment stoppez-vous les discours incendiaires, et en particulier, comment stoppez-vous les tirs de roquettes contre Israël? L'Allemagne condamne en les termes les plus fermes les récents tirs de roquettes depuis Gaza qui ont frappé des civils israéliens innocents. Une fois de plus, nous appelons au respect du droit international. Ce ne doit pas être un objectif en soi. Nous considérons que le droit international, c'est la meilleure façon de protéger les civils, afin que les civils vivent dans la paix et la sécurité, qu'ils puissent vivre sans craindre les bulldozers israéliens ou les roquettes du Hamas. Merci. Je remercie le représentant de l'Allemagne pour sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la France.
Je tiens tout d'abord à remercier Nikolai Mladenov pour sa présentation qui vient apporter un éclairage complémentaire au rapport écrit très complet présenté par le secrétaire général des Nations Unies il y a quelques jours. Je saisis cette occasion pour saluer la diffusion de ce rapport qui répond à une demande exprimée par la France et par une majorité de membres de ce Conseil. C'est un pas important vers la présentation d'au moins 2 rapports par an que nous appelons de nos vœux. Nous en remercions le secrétaire général, le secrétariat et Nikolai Mladenov. Il est de notre responsabilité et de la responsabilité des partis, comme l'a rappelé à l'instant mon collègue allemand, de veiller à la mise en œuvre de la résolution 2334, comme il est de notre responsabilité commune pour progresser et pour rechercher les convergences, de sortir de nos pilotages automatiques. Ceci me conduit à la situation sur le terrain qui est extrêmement préoccupante. Une nouvelle fois, au cours des derniers jours, la bande de Gaza s'est trouvée au bord du gouffre, sur le point de basculer dans un nouveau conflit, comme elle en a connu 3 au cours de la décennie écoulée. Le tir d'une roquette vers la région centre d'Israël, qui a blessé plusieurs personnes, parmi lesquelles des enfants, moins de 2 semaines après des tirs qui avaient visé Tel Aviv, est inédit depuis le conflit de 2014. Nous avons condamné ce tir avec la plus grande fermeté et rappelé notre attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. Ces tirs marquent une dangereuse escalade qui aurait pu rapidement échapper à tout contrôle. Le retour au cessez-le-feu, grâce aux efforts de l'Égypte, qu'il convient une nouvelle fois de saluer, ne doit pas faire oublier la fréquence de ces épisodes d'escalade depuis plusieurs mois. Chacun le sait, en l'absence d'évolution fondamentale, d'évolution de la situation de la bande de Gaza, un nouveau conflit est inéluctable. La situation à Gaza est aujourd'hui marquée par une crise aux dimensions multiples. Sur le plan humanitaire, la situation de la bande de Gaza est désastreuse et nourrit le désespoir de la population. Les efforts du coordinateur spécial et de l'ensemble des agences des Nations Unies, dont l'UNRWA, permettent de faire face à l'urgence humanitaire et doivent être résolument soutenus, mais chacun mesure la nécessité impérative d'une réponse de long terme. Ce désespoir alimente un mouvement de protestation que le Hamas et d'autres groupes armés cherchent à instrumentaliser, mais qui trouve sa source dans la situation de la population de Gaza. Ces manifestations ont entraîné un usage de la force disproportionné et indiscriminé qui a conduit à la mort de près de 200 manifestants et fait 6 000 blessés, dont un nombre élevé de personnes bénéficiant d'un statut protégé, notamment des enfants, des personnels médicaux et des journalistes, et que nous avons condamnés. Israël doit respecter le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Nous appelons chacun à la plus grande retenue à l'approche de la date anniversaire du 30 mars, qui pourrait donner lieu à des rassemblements de grande ampleur. Sur le plan politique, la division interpalestinienne aggrave la situation de la population de Gaza et fragilise les aspirations nationales des Palestiniens. Il est urgent de relancer le processus de réconciliation interpalestinien. Chacun doit s'engager dans le cadre des efforts égyptiens et nous appelons M. Mohamed Shtayyeh, dont nous saluons la nomination comme Premier ministre, à faire de l'unité palestinienne, du retour à Gaza des autorités palestiniennes légitimes et du renforcement démocratique de l'autorité palestinienne les priorités de son futur gouvernement. Par ailleurs, la France réaffirme que la bande de Gaza est appelée à faire partie intégrante de l'État de Palestine. Enfin, à terme, il ne pourra y avoir de solution à la crise humanitaire que connaît la bande de Gaza sans levée du blocus israélien, dans le respect des aspirations palestiniennes à vivre dignement et des préoccupations de sécurité d'Israël. Dans l'immédiat, les mesures prises par Israël à la suite des derniers tirs de roquettes, de la fermeture des points de passage aux limitations de la zone de pêche, doivent être levées. En Cisjordanie, et ce sera mon deuxième point, les développements de la politique de colonisation, décrits de manière précise par le rapport du secrétaire général, sont particulièrement préoccupants et conduisent à l'érosion mécanique de la solution des 2 États sur le terrain. Au cours de la période de 3 mois étudiée par le rapport,
2500 unités de logement ont franchi de nouvelles étapes dans la procédure d'approbation et 650 ont été soumises à des appels d'offres. Parallèlement, la politique de légalisation des colonies dites sauvages, illégales même en droit israélien, s'est poursuivie, de même que la pratique des démolitions de structures palestiniennes, des expropriations et déplacements forcés de leurs habitants. Cette dernière tendance est particulièrement alarmante à Jérusalem-Est, notamment dans la vieille ville et dans les quartiers qui l'entourent, comme Sheikh Jarrah. Avec plus de 600 000 colons, dont 200 000 à Jérusalem, nous sommes proches du point de non-retour. L'ensemble territorial morcelé qui prend forme sous nos yeux fait d'ores et déjà coexister de manière inégalitaire deux populations sur un même territoire. L'aboutissement de ce processus marquerait pour les Palestiniens l'abandon de leurs aspirations nationales, qui passent par l'établissement d'un État, et pour les Israéliens la renonciation au caractère démocratique de l'État d'Israël. La colonisation, illégale au regard du droit international, est également dangereuse en raison des tensions qu'elle entraîne sur le terrain. En témoigne la hausse des actes de violence sur la période concernée que relève le rapport, en particulier à Hébron. Au total, 71 attaques de colons contre des Palestiniens et 46 attaques de Palestiniens contre des colons. Nous le savons, chers collègues, les destins des Israéliens et des Palestiniens sont liés. Aucun des deux peuples ne réalisera durablement ses aspirations aux dépens de l'autre. La France, qui est l'amie des Israéliens comme des Palestiniens, n'a qu'un seul objectif, la mise en œuvre par la négociation de la solution des deux États sur la base des paramètres agréés par la communauté internationale. À cet égard, le constat dressé par le rapport du secrétaire général est particulièrement inquiétant. La dynamique est négative et les tendances irréversibles mettant en péril la solution des deux États sont loin d'être compensées par les quelques développements positifs intervenus au cours du dernier trimestre. La France regrette en particulier la décision des autorités israéliennes, relevée dans le rapport, de geler une partie des revenus fiscaux qu'elles doivent verser à l'autorité palestinienne au titre du protocole de Paris, alors que la situation financière de l'autorité palestinienne est déjà très précaire. Nous appelons l'ensemble des parties à respecter pleinement leurs obligations au titre des accords d'Oslo, en particulier celles issues du protocole de Paris. Dans le contexte qui prévaut aujourd'hui, chacun doit s'abstenir de toute mesure susceptible de rendre plus difficile encore la reprise du dialogue. Chers collègues, alors qu'un plan de paix a été annoncé pour les prochaines semaines par nos partenaires américains, nous souhaitons leur rappeler amicalement que toute tentative de s'écarter des paramètres agréés par la communauté internationale se condamnerait à l'échec. Ces paramètres ne sont pas des options ou un menu dans lequel il serait possible de piocher à sa guise. Ils sont pris dans leur ensemble, le socle incontournable de tout plan de paix et de toute négociation à venir. 25 ans après Oslo, la tentation peut exister de s'affranchir du cadre agréé, fondé sur le droit international et les résolutions de ce Conseil, et d'y substituer des décisions unilatérales. Mais chacun mesure les dangers de cette tentation unilatérale. En creusant les fractures qu'il faut impérativement réduire, en aggravant les ressentiments qu'il nous faut surmonter, une approche unilatérale ne peut pas conduire à la paix dans la région. Au-delà du Moyen-Orient, c'est le projet même d'un ordre fondé sur la légalité internationale qu'une telle approche fragiliserait. C'est le message que la France a rappelé lors de la réunion de Dublin en février dernier, en lien avec plusieurs partenaires arabes et européens. Ce raisonnement s'applique à l'installation d'ambassades à Jérusalem, remettant en cause le régime de statu quo sur la ville que garantissent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 476 et 478. Ne nous y trompons pas, c'est également cela qui est en jeu sur la question du plateau du Golan, territoire occupé
par Israël depuis 1967 et définie comme telle par ce Conseil depuis la résolution 242. L'acquisition de territoires par la force est illégale au titre de la Charte des Nations unies. La France ne reconnaît pas l'annexion israélienne du Golan en 1981. Elle est considérée comme nulle et non avenue par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 497. La reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan est contraire au droit international, en particulier l'obligation pour les États de ne pas reconnaître une situation illégale. Il appartient à ce Conseil de veiller au respect de ces principes fondamentaux qui conditionnent la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi le silence du Conseil sur ce sujet est de plus en plus assourdissant, de plus en plus incompréhensible et pour la France de plus en plus inacceptable. Et c'est pourquoi la France continuera à ne ménager aucun effort en ce sens. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de président du Conseil et je donne à présent la parole à l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie les présidences françaises et allemandes du Conseil de sécurité pour leur réponse aux appels afin que le Conseil se saisisse en urgence de la situation dangereuse qui se déroule dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Je voudrais aussi remercier M. Mladenov pour son exposé et remercier le secrétaire général pour son rapport écrit qui a été distribué concernant la mise en œuvre de la résolution 2334. Avant de continuer à lire ma déclaration écrite, je serais ravi de ne pas prononcer une déclaration et de mener un débat, comme mon ami l'ambassadeur de l'Allemagne l'a dit. Mais je ne fais que représenter l'État de Palestine. J'accepte la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et le droit international, à commencer par la mise en œuvre de la résolution 2334. Si vous pouvez trouver un moyen, vous êtes membre du Conseil de sécurité et vous êtes le représentant de la Grande Allemagne. J'ai écouté très attentivement la déclaration de mon ami, le représentant de la France, le président. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais si vous venez me dire que vous ne pouvez pas faire preuve de la volonté politique nécessaire pour mettre en œuvre vos résolutions, pensez-vous que si je viens et si je réponds de manière sélective à certaines questions posées par certains d'entre vous, pensez que ce sera la solution à nos souffrances? Je vous dis que je suis engagé ici, en cette salle, et devant tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Je m'engage. Mettez en œuvre les résolutions, je serai ravi. Je ne prononcerai pas une déclaration. Pouvez-vous obtenir le même engagement de l'autre côté de la table? Parce que l'autre côté de la table, c'est lui qui refuse de mettre en œuvre ces résolutions. Et il y a un autre membre dans cette salle qui est puissant et qui protège cette puissance occupante afin qu'elle n'ait pas à respecter, à honorer vos résolutions. Donc, si c'est la situation dans laquelle nous sommes, si vous ne pouvez même pas trouver un accord entre vous pour envoyer le Conseil pour voir de ses propres yeux la réalité tragique du peuple palestinien sous occupation, si vous n'arrivez même pas à trouver ce petit accord pour vous rendre en visite là-bas, alors la solution, ce serait que moi je réponde à certaines questions. Je vous supplie, trouvez un moyen de mettre en œuvre vos résolutions, à commencer par la 2334. Et je vous promets que je ne prononcerai pas une seule déclaration si vous trouvez la volonté politique et si vous trouvez la méthode afin
de tenir comptable ceux qui violent les dispositions de la résolution 2334, eh bien, à ce moment-là, je ne prononcerai pas de déclaration et je ne ferai pas objection à une décision à cet égard concernant la mise en œuvre de la 2334. Je n'avais pas l'intention de vous répondre, mais vous me l'avez demandé. Mais j'ai une déclaration qu'il faut que je lise. Il faut que je poursuive. Alors, il faut d'abord que je traite des questions dont nous sommes saisis. Et tant que vous n'aurez pas trouvé collectivement une manière de mettre en œuvre vos résolutions, celles qui ont trait à nous, eh bien, il n'y a pas d'autre option que d'écouter davantage de déclarations. Vous pensez peut-être que ma déclaration accuse l'autre partie. Vous pouvez penser cela, mais moi, je dois défendre mon peuple qui vit une vie misérable sous occupation, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie occupée ou à Jérusalem-Est occupée. C'est mon devoir de défendre mon peuple qui vit cette vie misérable. Et l'histoire ne commence pas avec les tirs de roquettes, avec des faits qui ne sont pas justes. Vous connaissez tous l'histoire. C'est la tragédie du peuple palestinien qui vit sous occupation. Et cette tragédie, elle doit cesser. Elle doit cesser sur la base de la fin de l'occupation, sur la base de l'indépendance de l'État de Palestine, comme le dit mon excellent ami, l'ambassadeur de France, les paramètres. Et vous êtes tous défenseurs de paramètres. Je recherche toujours un consensus sur la façon de régler ce problème. Beaucoup d'entre vous disent souvent, nous savons tous quelle est la solution. C'est très simple. Mais cette solution, qui est mettre un terme à l'occupation et l'indépendance de l'État de Palestine, afin que nous ayons une solution deux États coexistants l'un à côté de l'autre, nous savons tous cela. Et également une solution juste à la question des réfugiés. Nous savons que c'est ça, ce règlement simple qui est acceptable pour nous, acceptable pour vous tous. Mais il y a des forces, et vous les connaissez très bien, qui refusent et qui, chaque jour, agissent pour ne pas permettre ces solutions se basant sur un consensus mondial, pour ne pas permettre sa mise en œuvre. Et j'ai sérieusement pris note de la position répétée par l'ambassadeur de France, le président du Conseil, et vous la partagez tous. Toute solution, toute formule qui serait mise sur la table et qui ne prendrait pas en compte le consensus mondial, ce qu'on appelle les paramètres, n'a aucune chance de régler ce conflit. Puis-je maintenant lire le reste de ma déclaration? Merci. Semaine après semaine, dans les communiqués officiels, nous avons alerté le Conseil de sécurité de l'escalade des violations israéliennes contre le peuple palestinien qui reste captif sous l'occupation militaire médiévale d'Israël et son blocus. Nous avons exhorté le Conseil d'entendre les avertissements précoces et d'agir pour endiguer la dégradation d'une situation déjà tendue et volatile, dont tous pensent que non seulement elle n'est pas viable, mais qu'elle est explosive. Nous avons appelé à d'innombrables reprises le Conseil à respecter son devoir au titre de la Charte afin d'éviter l'éruption d'un nouveau cycle mortel de violence et pour protéger les civils innocents. Nous avons appelé le Conseil à mettre en œuvre ses propres résolutions afin de garantir la reddition de comptes et de sauver les perspectives de la paix. Cependant, tout cela a été en vain. Le Conseil a été réduit au silence par l'obstruction d'un membre permanent qui a lui-même encouragé Israël, la puissance occupante, à continuer dans la plus totale impunité ces actes systématiques d'agression violente, d'incitation de provocation et de punition collective contre le peuple palestinien et qui a poursuivi sa colonisation enragée, son annexion de facto de notre terre. Et donc, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous trouvons au bord du précipice. Nous craignons pour les vies de notre peuple, alors que des responsables israéliens
font la surenchère dans la menace de guerre contre la bande de Gaza assiégée. Une fois de plus, les forces israéliennes d'occupation ont largué depuis le ciel des bombes et des missiles sur notre population civile sans défense, en les terrorisant, les traumatisant dans un acte flagrant d'agression et de punition collective, une grave violation du droit international. Alors peut-être que les guerres cycliques contre Gaza ont été considérées par certains comme la norme, mais il n'y a rien de normal quand on emprisonne, qu'on isole, quand on terrorise 2 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants et des jeunes, et ce, depuis plus d'une décennie. Il n'a rien de normal quand un peuple, à de nombreuses reprises, est piégé et massacré, y compris des enfants qui ne menacent absolument aucune vie, tout comme les familles qui se terrent dans leur maison en redoutant le prochain cauchemar des attaques israéliennes. Il n'y a rien de normal quand on cible, quand on blesse plus de 29 000 civils, des manifestants pacifiques avec des balles réelles et d'autres armes létales. Et cela est fait par l'une des armées les plus puissantes du monde. Alors que nous nous approchons du premier anniversaire de la Grande Marche pour le retour, avec une grande préoccupation concernant la poursuite de cette sauvagerie par les forces d'occupation israéliennes, le Conseil de sécurité ne peut ignorer les conclusions de la commission d'enquête indépendante du Conseil des droits de l'homme, qui a conclu, à l'exception d'un incident le 14 mai et d'un incident le 12 octobre, donc, il a trouvé des raisons raisonnables de considérer que dans tous les autres cas, l'utilisation de balles réelles par les forces israéliennes contre les manifestants était illégale et que l'on a tiré sur les manifestants en violation de leur droit à la vie ou du principe de distinction au titre du droit international humanitaire. Rien au titre du droit international humanitaire, qu'il s'agisse du droit humanitaire ou du droit des droits de l'homme, ne pourrait jamais justifier la déshumanisation, le désespoir, les destructions imposées à notre peuple. Même le besoin de sécurité qui n'est ni mutuellement exclusif, ni un jeu à somme nulle. L'idée selon laquelle la sécurité d'une personne doit être réalisée aux dépens de l'humanité et du bien-être des autres, cela est aussi insultant qu'illégitime. La loi est plus que claire. Ce n'est pas le peuple occupé qui doit garantir la sécurité de l'occupant. C'est l'inverse. Et aucune rhétorique, aucune propagande ne saurait changer cela, cette réalité. Monsieur le Président, ce que nous voyons actuellement n'a pas débuté hier. Cela fait partie d'une longue campagne de violence et de terreur menée contre notre peuple par Israël, la puissance occupante, par ses forces militaires et par ses colons extrémistes. Ce que nous voyons, c'est l'exploitation d'un prétexte après prétexte par des responsables israéliens assoiffés de guerre, encore une fois dans le contexte d'une campagne électorale, afin de nuire, de tuer, de blesser des Palestiniens sans défense pour prouver leur puissance, leur bravoure pour gagner quelques votes. Écoutez simplement les mots des responsables gouvernementaux israéliens et des dirigeants militaires eux-mêmes, alors qu'ils se vantent de leurs intentions d'annihiler, de punir, de dévaster Gaza ou de menacer de bombarder le peuple palestinien, de le renvoyer à l'âge de pierre et de continuer à se faire concurrence les uns aux autres pour voir qui pourra répondre davantage de 100 Palestiniens. Et pourtant, cela se heurte au silence. Mais l'on ne peut simplement imaginer les condamnations, les appels à agir si ces menaces et ces discours incendiaires été prononcés par qui que ce soit d'autre. Une fois de plus, nous devons dire officiellement, contrairement aux distorsions flagrantes et aux tromperies d'Israël, le fait que la direction palestinienne a régulièrement, sans aucune équivoque, condamné les actes de violence contre les civils, y compris des actes de terreur. Nous rejetons toute affirmation diffamatoire disant le contraire. Nous condamnons les tirs de roquettes contre des zones civiles. Cela ne saurait être nié. Nous sommes opposés fermement à la terreur. Nous sommes engagés à respecter le droit international à cet égard, sans aucune exception.
y compris l'exigence du Conseil dans sa résolution 2334 d'une cessation de tous les actes de violence contre les civils, y compris les actes de terreur, ainsi que les provocations, les incitations et les rhétoriques incendiaires. Cet engagement, notre engagement depuis très longtemps en faveur de la non-violence, de la recherche de moyens pacifiques, politiques et légaux pour la réalisation des droits de notre peuple et pour une paix juste, cela, sans cesse et de manière regrettable, cela a été en vain. Cela rend encore plus répugnant la tentative d'Israël de décrire notre direction et tout un peuple comme des terroristes. Et cela rend encore plus répugnant ces affirmations inacceptables concernant l'aide sociale aux familles de prisonniers palestiniens et martyrs qui ont tant souffert sous cette occupation injuste et totalement illégale. Monsieur le Président, les familles palestiniennes, des enfants, des femmes et des hommes sans défense s'attendent à la perspective d'une nouvelle agression militaire barbare d'Israël contre Gaza. Se prépare. Gaza, où la population ne s'est toujours pas remise des conséquences durables des destructions et des pertes de vie humaines provoquées par les guerres israéliennes du passé, et où les capacités à faire face ont été diminuées par la punition collective du blocus israélien illégal et la catastrophe humanitaire qu'Israël leur a délibérément infligée. Le Conseil de sécurité doit faire entendre sa voix et agir pour dissuader davantage de violence et davantage d'escalade de ces situations dangereuses. Le Conseil a le devoir de maintenir la paix et la sécurité internationale et ne doit pas fermer les yeux devant les violations, les agressions d'Israël. Il doit exiger que la puissance occupante respecte ses obligations juridiques sans aucune exception, y compris l'obligation de garantir la sécurité et le bien-être de la population civile sous son occupation au titre de la 4e Convention de Genève. Elle doit garantir le principe de responsabilité dans le cas de poursuites de violations. Cela est urgent. Il s'agit d'éviter une nouvelle offensive et sauver des vies de civils innocents. Nous vous exhortons, il faut écouter nos avertissements, nous appelons à agir sérieusement pour empêcher de nouvelles brutalités, empêcher qu'elles soient infligées à notre peuple. Ici, nous saluons et nous rendons hommage à l'Égypte et à ses efforts visant à obtenir un cessez-le-feu. Et nous saluons également les efforts du secrétaire général et du coordonnateur spécial, M. Mladenov, qui recherche la désescalade et la protection des vies des civils. Nous saluons également l'aide humanitaire vitale qui continue à être fournie par les institutions des Nations Unies sur le terrain, même en ces temps turbulents. L'UNRWA est aux avant-postes, c'est fil rouge vital pour les plus vulnérables parmi notre peuple, nos réfugiés. Par ailleurs, nous devons appeler le Conseil de sécurité qui aujourd'hui a reçu le 9e rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 2334, rapport écrit, et nous en félicitons. Donc nous appelons à rester vigilants, à également exiger la fin de toutes les autres politiques et pratiques israéliennes illégales dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Israël ne saurait être absous, quel que soit le prétexte de ses obligations, de mettre complètement un terme, immédiatement, à ces activités de colonisation qui détruit les perspectives d'être d'un seul tenant de l'État de Palestine et qui détruisent la viabilité d'une solution de deux États dans les frontières de 1967, ce qui représente une grave violation du droit international et un mépris flagrant du Conseil. Et ceux qui sont complices de ces crimes ne doivent pas échapper au blâme ou à la redevabilité, y compris concernant les tentatives d'annexion de Jérusalem et du Golan syrien, en violation flagrante de l'interdiction de l'acquisition de territoires par force, des résolutions du Conseil de sécurité et de l'ordre basé sur des règles. Le Conseil de sécurité doit également exiger qu'Israël, la puissance occupante,
cesse immédiatement tous ces actes de provocation et d'incitation, y compris par ces colons extrémistes, et cesse toute incursion militaire, y compris des attaques contre les fidèles et contre le caractère sacré, le statu quo historique des lieux saints dans Jérusalem-Est occupés, y compris Al-Haram el-Sharif, l'esplanade des mosquées. Ces actions imprudentes et illégales menacent de provoquer un conflit religieux qui aurait des conséquences très larges et désastreuses. Aujourd'hui, une fois de plus, nous appelons cet auguste conseil à assumer ses responsabilités, à mettre un terme à cette occupation illégale et mettre un terme à cette injustice historique contre le peuple palestinien. Nous vous exhortons à agir avant qu'il ne soit trop tard, sur la base des principes et paramètres depuis longtemps consacrés dans les résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris la résolution 2334. Nous vous exhortons à protéger les vies innocentes mises en danger par cette catastrophe créée par l'homme et, au-delà, de rechercher des solutions et de stopper, de gérer crise après crise, tragédie après tragédie, et ce, génération après génération, au lieu de régler ce conflit. Les vies de notre peuple, leur avenir dépendent de cela. Les perspectives d'une solution juste dépendent de cela. La paix et la sécurité au Moyen-Orient dépendent de cela. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je m'excuse auprès de mon excellent ami, l'ambassadeur de l'Allemagne. Je remercie l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine pour sa déclaration. Le représentant de l'Allemagne a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je serai très bref. Je remercie les représentants et d'Israël et de la Palestine d'avoir en partie réagi à ma requête, d'avoir en partie mis de côté leurs notes. Mais je regrette que ni l'un ni l'autre n'ait répondu à ma question. Pouvez-vous dire comment vous entendez mettre fin aux incitations à la haine, aux provocations, aux discours incendiaires? Que faites-vous pour empêcher que des roquettes ne pleuvent sur Israël? Et chers collègues israéliens, vous n'avez pas dit comment vous comptez faire appliquer la 2334 et ce qu'elle dit sur les activités de peuplement, ce que vous comptez faire aussi pour régler la crise sur l'esplanade des mosquées. Vous avez dit en fait la même chose. J'interprète vos propos. Vous avez dit que tant que vos enfants, les enfants qui vivent dans vos villages, là où vous avez grandi, ne peuvent pas dormir tranquillement, en sécurité, sans craindre les roquettes palestiniennes du Hamas, vous ne pouvez pas appliquer la 2334. Et vous avez dit la même chose, tant que les enfants palestiniens ne pourront pas être sûrs qu'à leur réveil, ils ne trouveront pas des bulldozers devant leur maison prêts à les réduire à néant, vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit. Donc, vous nous avez dit pourquoi vous ne pouvez pas faire de progrès, mais je voudrais prendre au mot ce qu'a dit le représentant israélien, sa proposition. En effet, la présidence franco-allemande peut avancer sur la base de cette idée, l'idée d'une réunion officieuse à huis clos avec les représentants israéliens et palestiniens pour prolonger le débat. Merci. Le représentant de l'Allemagne pour sa déclaration. L'observateur permanent de l'État observateur de Palestine a demandé la parole. Je la lui donne. Je suis désolée de demander une nouvelle fois la parole, Monsieur le Président. Mais pour ce qui est des incitations à la haine, qui selon nous viennent de l'autre côté, mais si vous pensez que cela vient de nous, nous acceptons la proposition suivante. Tout d'abord, créer une commission de membres du Conseil qui sera chargée d'observer notre comportement et le comportement de l'autre partie. Et vous pouvez décider ce que vous voulez en amont, nous l'accepterons. Mais
vous serez chargé d'observer notre conduite, pas de faire confiance à l'une ou l'autre des parties. Vous serez observateur. Le Conseil de sécurité peut créer une commission pour faire cette tâche. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez demander à l'UNESCO de s'en charger. De cette façon, vous pourrez faire toute la lumière sur ces incitations à la haine. Consultez les manuels scolaires des uns et des autres. Nous sommes des êtres humains, bien sûr, mais c'est pour cela que nous avons besoin qu'un tiers crédible vienne évaluer notre conduite, nos programmes, ainsi que la conduite et les programmes de l'autre partie. Pour répondre à votre première question. Concernant les requêtes, nous nous féliciterions tout à fait de la création d'une commission par le Conseil de sécurité qui est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Commission positionnée du côté de la bande de Gaza et du côté d'Israël, à El Khalil, à Jérusalem-Est, pour, encore une fois, observer la conduite des uns et des autres. Cela pourrait être une force dissuasive, un élément de dissuasion, incitant les uns et les autres à respecter le droit international au lieu de le violer. Vous voyez quel est le problème. Vous devez assumer vos responsabilités, agir. Qui peut vous empêcher de dépêcher des acteurs pour observer la situation sur le terrain? Si vous dites « Nous décidons de créer un organe spécial pour voir qui viole le droit international, qui se rend coupable de ces comportements que vous avez mentionnés, y compris les tirs de roquettes. » Voilà, ce sont là quelques idées. J'espère que les membres du Conseil de sécurité y réfléchiront sérieusement pour que nous ne continuions pas à tourner en rond éternellement. Vous nous demandez de faire quelque chose et vous dites que nous ne l'avons pas fait. Vous leur demandez, vous dites qu'ils ne l'ont pas fait. Vous devez passer à l'étape suivante. Vous êtes une partie externe. Vous devez être un observateur objectif et en outre, vous êtes responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale et vous devriez aussi défendre le droit international. Voilà le message que je vous transmets au nom du peuple palestinien et des dirigeants palestiniens. Nous sommes prêts à accepter toute proposition de ce type. Et voyez si nos interlocuteurs accepteront aussi votre position. Nous verrons là votre force d'influence. Et j'accepte aussi votre proposition de discuter sans déclaration préparée, mais je ne veux pas que ce soit à huis clos. Je veux que le monde puisse constater la conduite des uns et des autres. Je veux que ce soit transmis à la télévision aux quatre coins du monde. Je suis d'accord de ne pas lire de déclaration. Je suis d'accord de procéder à des discussions à bâton rompu, franches au Conseil de sécurité. J'accepte, mais il faut que cela soit transmis en direct partout dans le monde pour que le monde voit qui veut travailler avec vous et ouvrir une porte à la paix et qui fait obstacle à ces tentatives, fait obstacle à la paix. Merci.